Certains d'entre vous sont des parents. Tout le monde connaît des parents. Je peux vous dire une chose, il y a une vie avant et une vie après avoir eu des enfants. Avant, c'est génial. On a un plan et on le fait. On a des projets et on les accomplit. Après, d'abord pour les femmes, il y a la grossesse. Avec la grossesse, on a un magnifique décolleté. Mais après le bébé, c'est les seins vers l'Australie. Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. En introduction, vous avez pu entendre un extrait d'un discours prononcé par Michaela que je rencontre aujourd'hui. Cet épisode est un peu particulier. Nous ne parlons pas du parcours de notre invitée comme habituellement, mais nous concentrons sur la présentation du club qu'elle représente, les Toastmasters de Munich, aussi connus sous les noms de CRFM, Club de rhétorique français de Munich, ou de francs-parleurs. Contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser, il ne s'agit pas d'une troupe d'improvisation ou bien de réunion informelle. Les Toastmasters forment une association qui remonte à 1932. Leur objectif ? Aider les membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership via la prise de parole en public. Avec Michaela, nous parlons, entre autres choses, de l'association, de son organisation internationale, du déroulement d'une séance et des avantages pour ses membres. Enfin, elle nous partage son expérience et nous donne plein d'astuces pour être à l'aise à l'oral. Au-delà d'une présentation du club, c'est l'occasion d'éclairer, sous un angle particulier, un sujet bien plus large. Faire face à une peur, l'affronter et s'améliorer. Pour Anthony Robbins, coach superstar américain, c'est la peur qui fait que nous ne vivons pas la vie que nous souhaitons. Il est bien entendu nécessaire de distinguer une peur provoquée par une réelle menace et celle provoquée par un danger imaginaire. Comment combattre alors ce sentiment de peur infondé ? Tous les avis s'accordent, en s'y confrontant. Pas besoin de tout changer d'un seul coup, la méthode Kaizen, connue également sous le nom de la méthode des petits pas, c'est-à-dire devenir un peu meilleur à chaque fois, peut suffire. Et comment mettre ce conseil en pratique ? En forgeant, en répétant, en s'entraînant, tout cela dans un contexte de groupe avec des feedbacks et beaucoup de bienveillance, comme c'est le cas avec les Toastmasters. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Michaela. Bonjour Michaela. Bonjour Hélène. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Donc comme d'habitude, je fais une petite présentation, mais j'aimerais bien que tu nous dises avec tes mots à toi qui tu es. Ok. Je m'appelle Michaela, je suis project manager, je suis maman de 2 petites filles, mariée à un Bavarois. Et ça fait 9 ans que je vis à Munich maintenant. Et voilà, je commence à prendre racine à Munich. Et tu es française d'origine ou... Je suis moitié française et moitié maltaise. Donc là, je l'expliquais un petit peu dans l'introduction. On va beaucoup se concentrer dans cet épisode sur les Toastmasters et les francs-parleurs. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce que sont les Toastmasters, qu'est-ce que sont les francs-parleurs, et puis peut-être aussi comment toi, tu arrives dans cette association. Je représente les francs-parleurs, qui est également connu sous le nom du CRFM, le Club de rhétorique francophone de Munich. Je suis membre des relations publiques, responsable des relations publiques. Et ça fait à peu près 1 an que je fais partie du club, 1 an et demi. Les Toastmasters, c'est en fait une organisation internationale avec un siège aux États-Unis, au Colorado.
qui compte plus de 350 000 membres autour du monde, plus de 16 000 clubs et dans 143 pays. C'est peut-être un petit peu moins connu en Europe, mais c'est très connu aux États-Unis et aussi en Asie. Et c'est plus qu'une série de clubs finalement. Le Toastmasters, c'est une organisation qui permet à la base aux membres de développer leurs compétences en termes de communication, mais également en termes de leadership. D'ailleurs, le slogan de Toastmasters international, c'est « Where leaders are made », donc où se forment les leaders. Et le club francophone de Munich permet également donc, à ses membres de pratiquer la prise de parole en public, de présenter, de convaincre un auditoire, d'inspirer son auditoire et donc de pratiquer diverses techniques pour prendre confiance, pour parler devant un public. Et donc une question, peut-être que les gens ne savent pas, donc les Toastmasters, ça existe en plusieurs langues et chaque club ou chaque antenne a une langue particulière. C'est ça. Notre club est le seul club francophone sur Munich, mais il existe beaucoup de clubs, notamment sur Paris et en région, dans les autres régions en France. À Munich, on retrouve surtout des clubs en langue allemande, évidemment, mais aussi en langue anglaise et parfois même des clubs qui organisent leurs réunions en deux langues, en anglais et en allemand. Donc là, aujourd'hui, comme Dessine-moi Munich, c'est un podcast qui s'adresse aux francophones. On va surtout parler des francs-parleurs. Toi, je sais que tu fais aussi partie d'un club anglophone, mais on va se concentrer sur celui-là. Libre après aux autres personnes de découvrir, parce que bon, c'est une chose aussi qu'on peut peut-être dire, c'est tu peux aussi faire partie de plusieurs clubs dans plusieurs langues. Il faut juste être capable de maîtriser un petit peu la langue. Donc je t'ai posé plusieurs questions en même temps. Je vais revenir sur ma deuxième question, à savoir, toi, comment est-ce que tu arrives à Toastmasters ? Lorsque j'étais encore dans mon ancien poste, c'était une grosse compagnie d'assurance basée à Munich, mon manager, qui était également mon mentor, m'avait parlé pour la première fois du concept ou du club des Toastmasters, en indiquant avec regret qu'il n'avait pas vraiment le temps de participer aux réunions Toastmasters, mais qu'il aimerait beaucoup le faire. Il m'a mis en relation avec d'autres collègues qui étaient membres d'un club sur Munich, qui est mon autre club anglophone, et j'ai participé à une ou deux réunions, et puis voilà, j'étais vendue. Enfin, j'étais vraiment fan du concept de se lancer devant un public bienveillant, sympathique et qui offre des retours constructifs et surtout qui permet la pratique de la prise de parole en public. Donc peut-être ce qu'on va faire pour que les gens puissent comprendre en même temps comment ça se passe, est-ce que tu te rappelles donc de ta première fois à Toastmasters, comment ça se passe, et puis en même temps comme ça on explique aux gens s'ils veulent participer, le déroulé, mais peut-être en parlant de ton expérience personnelle. La première fois que j'avais assisté à cette réunion, j'étais impressionnée par l'aspect très bien organisé, la structure qui définit une réunion Toastmaster. La réunion n'est pas une sorte de open mic comme on peut le voir parfois dans certains bars comedy clubs. C'est vraiment une réunion qui est très structurée, qui commence en général par l'ouverture du président du club, qui accueille tous les invités, leur demande quelles sont leurs attentes par rapport à la réunion. Et la plupart des clubs que je connais commencent par la série d'échauffement, le remue-ménage, un peu les improvisations. Un des membres propose des sujets, ou alors une image, ou alors un objet. Et les orateurs, tour à tour, ont entre 1 ou 2 minutes pour parler de ce sujet. Et de façon cohérente, claire, de façon surtout improvisée. Donc ce sont les improvisations. Place ensuite au discours préparé. Et là, chaque membre a des objectifs différents et chaque membre se trouve à un stade plus ou moins avancé dans leur parcours Toastmasters par rapport à leur progrès. Est-ce que ce sont des manuels de base ou est-ce que ce sont des manuels avancés ? Est-ce que c'est un discours avec pour objectif juste de présenter quelque chose ou de convaincre ou justement de provoquer le débat. Donc plusieurs objectifs possibles pour les discours préparés.
Souvent, on fait une pause après les discours préparés pour permettre aux membres de parler entre eux, de faire un peu de networking, et puis de former un petit peu l'esprit du club. Et après la pause, on passe aux évaluations. Donc, il y a un évaluateur général qui mène les évaluations. Tout d'abord, les évaluations subjectives. Donc, chaque membre propose un petit retour écrit aux orateurs, mais il y a un membre en particulier qui aura écouté de façon encore plus attentive et qui va proposer en 2 à 3 minutes un retour très structuré, très clair, qui met en valeur ce qui a été très bien réussi, très bien fait dans le discours, et qui peut donner aussi quelques pistes de réflexion, quelques idées, quelques suggestions à l'orateur pour lui permettre d'améliorer le discours s'il était à le refaire. Et nous avons aussi également à la fin les discours dits objectifs, c'est-à-dire 3 personnes qui font particulièrement attention à la qualité du langage. Donc on a le grammairien, le compteur de Turlitten qui compte le nombre de donc, etc. Et les chronomètres, donc la personne qui tient compte du temps, parce qu'il faut savoir que chaque discours a un temps limite. En général, c'est 5 à 7 minutes par discours. Donc à 5 minutes, on voit la lumière verte s'afficher. À 6 minutes, la lumière jaune. Et à 7 minutes, la lumière rouge. Donc il est temps de boucler et de fermer le discours. Et c'est important de respecter les temps, puisque finalement, respecter le temps, c'est respecter les autres. J'ai oublié de mentionner que pour la première partie, il y a aussi donc un animateur de soirée qui fait un petit peu le lien entre les discours, qui permet de faire des transitions, qui mène un petit peu le bal pendant toute la séance. Et ça, c'est aussi un rôle très important. Donc moi, je suis venue la semaine dernière, peut-être pour rajouter à ce que tu dis, ça dure 2 heures, là en tout cas pour les francs-parleurs de Munich. C'est effectivement extrêmement bien structuré et il y a un minutage pour chaque partie. Hormis les improvisations, c'est prévu à l'avance, les rôles. Je pense que vous envoyez un mail, si j'ai bien compris, Tout à fait. Qui distribue sur la base du volontariat. On a une plateforme de gestion des rôles, effectivement. Et donc, ce qui m'a fait rigoler, ce qui est bon à savoir, donc tout le monde peut venir, c'est ouvert. C'est ça. Pour se rendre compte, effectivement, pour observer. Oui. Pour se rendre compte si on est intéressé ou pas, pour trouver son club. L'observateur. Donc moi, je suis venue là il y a quelques jours. Je pouvais regarder. J'aurais pu participer si j'avais voulu, par exemple sur les phases d'improvisation. Par contre, une fois qu'on est membre, si j'ai bien compris, si on est désigné parce qu'il n'y a pas de bénévoles, là, on est obligé de se lancer dans l'arène. On dit ça comme ça. C'est vrai qu'on encourage les membres à se lancer puisque finalement, c'est la pratique qui fait le maître. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en parlant que l'on devient orateur. Et donc, il faut justement se mettre au devant de la scène, maîtriser son trac, son stress. Et puis, même si la première fois, c'est pas un grand succès, eh bien, la deuxième fois, c'est mieux. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça ce qui est important dans un club comme les francs-parleurs, les Toastmasters, c'est que c'est vraiment la pratique qui nous permet de progresser. Et donc là, admettons, on est intéressé pour rejoindre un club. La cotisation par semestre, elle s'élève à... Quelqu'un veut devenir membre du club, notre cotisation semestrielle s'élève à 60 €. Ça couvre les frais de Toastmasters ainsi qu'une cotisation qui correspond à la location de la salle et du matériel. Si un membre rejoint le club pour la première fois dans le cadre Toastmasters, il y a un frais de 20 € en plus à rajouter pour l'inscription et les frais administratifs. D'accord, donc on s'inscrit, on paye les frais. Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'il y a un manuel ? Tu parlais de Passway tout à l'heure. J'ai lu sur le site, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les clubs, qu'on avait aussi un mentor. C'est ça. Quelqu'un pour nous aider. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus bien sûr. Voilà, comment on est accueilli et qu'est-ce qui nous permet de progresser, hormis, ça reviendra à la pratique, bien entendu, devant tout le monde. Ce qui est intéressant avec le programme Toastmasters, c'est qu'actuellement, nous sommes un peu en phase de transition. On a un ancien système et un nouveau système qui prend la place. L'ancien système était plutôt scindé entre 2 troncs
essentiels, notamment le savoir communiquer et l'aspect leadership. Et j'ai parlé tout à l'heure du nouveau système qui s'appelle Pathways. Pathways est le nouveau système éducatif de Toastmasters. Et ce qu'il y a de bien dans le nouveau système, c'est qu'il permet à chaque membre de customiser un petit peu, de raffiner le parcours par rapport aux attentes. Par exemple, il y a des gens qui rejoignent les Toastmasters pour améliorer leur présentation en public, savoir communiquer. D'autres qui cherchent plus l'aspect leadership, donc un petit peu l'organisation, convaincre, inspirer, des choses comme ça. D'autres qui cherchent plus l'aspect stratégie, ou l'humour, ou l'innovation, le planning, ou le coaching. Et Pathways, il y a 11 paths qui correspondent justement à tous ces types de différents profils et qui permettent donc aux membres de vraiment trouver dans leur parcours ce qu'ils recherchent. Tous les parcours ont un point commun, ils commencent tous par le brise-glace. Le brise-glace, c'est le discours classique pour se présenter au sein d'un nouveau club, pour un nouveau membre, de dire qui on est, pourquoi on est là et quelles sont nos attentes en gros. Et le parcours après continue sur les différents axes qui ont été mentionnés plus tôt. Et donc, notamment, je prends l'exemple du leadership. Il y a des discours qui permettent de faire un peu de recherche et de présenter la recherche de façon structurée, avec un mélange de chiffres et d'émotions et d'histoires pour effectivement permettre à l'orateur de convaincre son public sur une thématique, sur un sujet qui les intéresse. Il y a d'autres discours qui ont pour objectif de plus faire comprendre notre profil de leadership il y a toutes sortes d'objectifs. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque discours a un objectif très précis. Typiquement, un discours est présenté en 5 à 7 minutes, donc, et il y a toujours un retour très structuré par rapport au discours en question. Oui, tu m'as montré parce qu'à chaque fois qu'on fait un discours, on a un évaluateur désigné. Oui. Donc là, quand il s'agit des discours entre guillemets préparés obligatoires, tu as toute une liste de questions bien précises auxquelles l'évaluateur doit apporter son avis. Oui. Et ce que j'ai trouvé aussi super là quand je suis venue, c'est que donc on va dire ça c'est un avis très détaillé, mais après c'est pas tout, tu as aussi le feedback de toutes les personnes qui sont dans la salle. Tu peux expliquer un peu comment ça se passe ? Alors, dans la salle, on a des membres et des invités, et chacun des membres du public reçoit un petit papier avec 2 sections, ce qui leur a plu dans le discours et ce qui pourrait être amélioré. Donc ça, on a un petit peu un tour de table par écrit de ce qui pourrait être amélioré dans un discours, quelles sont des idées, et puis surtout ce qui a plu. Et ça, c'est aussi très intéressant pour les orateurs de voir différents aspects de ce qui a plu dans leur discours. Oui, et après peut-être ce qui est bien par rapport à, on en parlait hors micro avant, à du coaching de prise de parole, où tu serais par exemple juste avec une seule personne, même si elle est extrêmement compétente, c'est que tu as quand même un regard qui est unilatéral. Et là, du fait que de toute façon, il y ait plusieurs membres, oui, certes, c'est subjectif, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir comment chacun perçoit ton discours à travers différents filtres. Oui. Et donc, en ça, je trouve que tu as une approche beaucoup plus large. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant, et tu fais bien de mentionner les séminaires de communication, parce qu'ils ont leur place, ils ont leur valeur, et ils ont surtout une valeur monétaire assez élevée. J'ai suivi moi-même, dans le cadre de mon projet, de mon travail, une formation de communication. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant, très instructif. Et on sort de ce genre de séminaire vraiment emballé, motivé, inspiré. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas l'occasion de mettre en pratique les différentes pistes que l'on a apprises lors de ces séminaires. Et c'est justement ce que proposent les Toastmasters. Alors aux États-Unis, vous connaissez peut-être les séminaires de formation et de leadership de Dale Carnegie, et il paraît qu'à la fin, à l'issue de ces formations, les formateurs disent aux membres, voilà, maintenant vous savez toute la théorie, allez pratiquer chez les Toastmasters. Et c'est un peu ça que nous, on propose au sein du club.
Tu as parlé aussi récemment, tout à l'heure, du mentoring. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'on propose aussi dans le club. Nous avons des membres qui sont là depuis quelques années et qui sont toujours ravis de proposer des conseils, des idées, un peu de pratique aux nouveaux membres pour leur permettre de soit vaincre le trac, soit de structurer leur discours de façon encore plus convaincante ou quels que soient leurs objectifs, on a toujours un mentor qui peut épauler les nouveaux membres pour leur permettre de progresser encore mieux, encore plus rapidement ou avec encore plus de confiance. Est-ce que tu te rappelles plus particulièrement d'un discours que tu as fait? Peut-être, qui n'était pas forcément évident, de nous expliquer un peu le sujet et, par exemple, d'illustrer en quoi certains feedbacks t'ont aidé. Je vais t'en donner 3. Ok, super. Le premier discours, justement, je parlais du brise-glace tout à l'heure. J'avais préparé mon discours, je l'avais répété à la maison, je voulais me sentir vraiment préparée et en confiance pour présenter le discours devant le public. Et arrive le jour du discours et j'avais les mains qui tremblaient, les genoux qui tremblaient aussi et je sentais vraiment le trac monter. Je me suis dit, bon, c'est exactement pour ça que je fais l'expérience Toastmaster, c'est pour me lancer, sachant qu'avec la pratique, on arrive à maîtriser son trac et sa peur. J'ai eu un retour du fondateur de ce club et d'ailleurs de la plupart des clubs de Munich, qui s'appelle Christopher Magyar et qui, entre-temps, est retourné aux États-Unis, il est parti à la retraite, qui m'a donné un retour tellement bienveillant que, bien sûr, ça m'a donné envie de revenir bientôt, de revenir souvent pour continuer à pratiquer. Un deuxième discours qui m'a marqué aussi, c'était un discours où c'était l'objectif du discours était de faire de la recherche et de le présenter. En l'occurrence, j'avais choisi le thème du sucre en tant que drogue ou en tant que... voilà. Et j'avais présenté ça avec conviction, avec passion, mais justement, j'avais essayé quelque chose qui n'était pas forcément naturel pour moi. C'était un ton très didactique, très strict, etc. Donc, je voulais un petit peu tester différentes formes de présentation. Et le retour, justement, du public, c'était que, le ton didactique n'était pas forcément ma force et que je devrais peut-être passer à mon ton plus authentique, plus naturel, plus bienveillant pour présenter un sujet qui me tient à cœur, par exemple. Donc, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en essayant des nouvelles techniques, en essayant des nouveaux styles qui ne sont pas forcément les nôtres. L'inverse est aussi vrai, où j'ai essayé d'autres façons de présenter, où le retour était tellement surprenant et tellement encourageant que voilà, j'ai essayé d'intégrer aussi d'autres techniques à mes discours. Et plus récemment, donc je passe un peu plus sur l'humour, j'ai fait un discours qui est un exercice, à mon avis, très anglo-saxon, qui s'appelle The Roast. Donc en fait, on passe un peu quelqu'un qu'on aime bien au barbecue. Et en l'occurrence, c'était mon mari qui est également membre de mon autre club anglophone de Toastmasters. Et j'ai proposé un discours humoristique où je me suis un petit peu moquée de lui sur des aspects très gentils, c'était pas méchant. Et ça a tellement fait rire le public que ça m'a vraiment donné des ailes. Ça m'a fait vraiment croire que c'est possible de faire rire un public, de partager de la bonne humeur, de l'humour et de préparer quelque chose de vraiment sympa. Demain, je dois prendre la parole en public. Je sais pas, on va dire, allez hop, je dois faire une présentation PowerPoint au boulot. Je suis pas hyper à l'aise, je suis stressée. Est-ce que tu peux me donner 2-3 conseils pour Avec plaisir. à appliquer sur ma présentation pour commencer? Alors, le plus important, c'est de respirer. De bien respirer, de prendre 3 bonnes inspirations et d'expirations et de se poser un petit peu dans sa tête. Deuxième idée, c'est, si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille d'aller voir le discours de Amy Cuddy sur TED.com, sur le langage corporel, The Body Speaks with a Power Pose, je ne sais plus comment ça s'appelle le titre. Je mettrai le lien dans le blog. Donc mon conseil pratique, c'est de se mettre debout, bien droit, les mains sur les hanches, ou encore mieux, les mains en l'air, bien haut, se faire grand. Et de faire ça pendant 2 minutes. Et d'ouvrir la bouche et de faire un grand sourire, parce que ça aussi, ça peut influencer
l'aspect ou l'état mental. Et on se sent plus en confiance, on se sent fort, on se sent plus posé et on se sent plus motivé. Donc ça aussi, ça marche. Ça peut marcher aussi. Et puis voilà, tout simplement se dire que c'est l'expérience qui compte, c'est la pratique qui compte, que tout le monde dans le public connaît ou comprend ce que l'on ressent et que le public vous veut du bien. Ils ne sont pas là pour vous critiquer, ils ne sont pas là pour vous faire du mal et qu'ils veulent que vous réussissiez. Si j'ai un trou de mémoire, je fais comment ? S'il y a un trou de mémoire anticipé, on peut toujours faire la petite feuille de pique sur la main. Si les trous de mémoire arrivent, ce qui était justement intéressant, c'est déjà de ne pas paniquer, de ne pas dramatiser, de se souvenir non pas du mot qui suivait la pensée, mais de l'idée qui suivait le pensée. Parce qu'on peut toujours reformuler une idée et aller un petit peu avec le courant, se laisser porter par le courant du discours. Donc, se recentrer sur, quel est le message principal que je souhaite faire passer dans ce discours. Et ce message-là, je vais le répéter 1, 2, au mieux 3 fois, pour que le message reste bien ancré dans la tête des membres de l'auditoire. Et ça nous arrive aussi la dernière fois, je pense que si on arrive, après il faut avoir la propos, mais l'humour, ça aide beaucoup. Mais bon, le bon mot n'est peut-être pas toujours là, surtout quand t'es vraiment stressé. Mais ça aussi, c'est une question de pratique. Et je pense qu'on n'apprend pas juste à bien communiquer ou à bien se présenter avec le Toastmaster, c'est qu'on apprend aussi un petit peu à acquérir de la répartie, notamment dans la partie des improvisations. Les improvisations permettent de parler d'un sujet de façon concrète, intéressante et de cultiver cet aspect improvisé dans la prise de parole en public. Oui, parce que je pense qu'il est important de souligner, c'est que ça consiste pas simplement à être à l'aise dans la prise de parole en public, mais il y a aussi une attention qui est apportée au fait de parler vraiment correctement le français, ce qui est de plus en plus compliqué oui. Maintenant, surtout avec les anglicismes, etc. Donc c'est pas juste de la pratique, je veux dire, sans faire trop attention à la qualité du contenu et à la forme du contenu. Voilà. C'est ça, et je suis la première fautive et j'ai beau être moitié française, j'ai fait un bac français, j'ai aussi vécu longtemps à l'étranger et c'est vrai que je me rends compte que à force de ne pas parler français tous les jours au travail, avec les amis, avec les collègues, avec la famille, eh bien, même la langue maternelle, ça peut se perdre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je rejoins aussi le Club français il y a 1 an et demi, c'est que je sentais que je perdais un peu mon français. Et donc, j'avais besoin de repratiquer ça, de recentrer ça et de cultiver mon bon français. Donc, j'ai la chance d'avoir des membres dans le club qui sont des bons francophones, qui parlent très très bien français et qui me reprennent sur certaines tournures que j'ai tendance à laisser filer. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que vous vous réunissez, à quelle fréquence, donc pour les francs-parleurs en français? Oui, on fait 2 réunions par mois, le 2e et le 4e mardi du mois à 19h30. Actuellement à la Einewaldhaus, c'est sur la Schwanthaler Straße 80, pas loin de Theresienwiese, métro U4-U5. On est actuellement à la recherche de nouveaux locaux qui seraient un petit peu plus, professionnels. Mais pour l'instant, c'est là où nous réunissons. Avant de passer à mes petites questions fétiches, bon plan à Munich, est-ce qu'il y a d'autres points dont tu avais envie de parler par rapport aux francs-parleurs ou aux Toastmasters en général? Alors, n'hésitez pas à visiter notre page internet sur www.crfm.de. Vous verrez là tous les détails concernant notre club, le fonctionnement, la fréquence et les lieux de rencontre. Et sur les Toastmasters en général, je pense que c'est un parcours qui est très intéressant à tout point de vue, que j'encourage vraiment tout le monde à venir nous voir, à venir s'essayer, tester, etc. Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant à la fois pour l'aspect professionnel et l'aspect personnel d'un développement. Et voilà. Et je pense aussi, ce qu'il faut dire,
Pas besoin d'être un grand orateur ou justement d'être super à l'aise à l'oral, au contraire même. Exact. C'est ça, non, la raison pour laquelle les gens nous rejoignent en général, c'est pour prendre confiance pour la prise de parole en public, et c'est en général ce qu'ils acquièrent lors de leur expérience. J'ai remarqué ce matin sur les statistiques du site internet toastmasters.org, le Toastmasters International, que 9 Toastmasters sur 10 recommandent l'expérience à d'autres, que 8,6 sur 10 affirment avoir vraiment gagné en confiance lors de leur expérience. Donc, les résultats parlent d'eux-mêmes. Oui, et puis de toute façon, comme tu le disais, c'est le fait de pratiquer. Normalement, c'est ce qu'on dit vis-à-vis de toute peur et de toute phobie. Et c'est comme ça que tu en viens à bout en pratiquant sans arrêt. C'est ça, exactement. C'est bon pour nos... Alors, on va changer complètement d'ambiance. Donc, ces questions-là, je les commence toujours en demandant le quartier où tu te sens chez toi à Munich, s'il y en a un. J'habite actuellement dans le quartier qui s'appelle Ludwigsvorstadt, donc à côté de la Theresienwiese. Mais j'ai longtemps aussi vécu à Leyel. Et donc, je me sens aussi très à l'aise dans le quartier de Leyel. Ok. Donc, mes questions typiquement françaises. Est-ce que tu as un restaurant à nous conseiller ou plusieurs? Donc, je te laisse choisir. J'aime bien aussi qu'on décrive un peu l'ambiance. Par exemple, si on dit est-ce que c'est plutôt un truc un peu chic où on va en soirée en amoureux, ou est-ce que c'est quelque chose... par exemple... Là, j'ai vu, quand je suis passée au franc-parleur, que le soir, après la session, vous alliez tous manger ensemble. Donc, oui. Voilà. Non, c'est très convivial. C'est vrai. Alors, un petit café-restaurant qui est sympathique et très terre-à-terre, finalement, c'est le café-restaurant qui est dans le Einewaldhaus à la Schwanthalerstrasse 80. Donc, c'est très boui-boui, très terre-à-terre, et c'est très bon marché d'ailleurs, et c'est très convivial. Donc ça, c'est en général le lieu où on se réunit pour une salade, une pizza ou... D'accord, et c'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est et ouvert. Et c'est le café là qui est... Oui, là, il y a les bancs et tout quand on rentre dans la cour intérieure. C'est ça, d'accord. Tout de suite à gauche en rentrant. Oui. Donc ça, c'est le restaurant-café du Einewaldhaus. Moi, personnellement, mon restaurant préféré depuis toujours sur Munich s'appelle Louis Cuisine. Il se situe sur la Tattenbachstrasse au numéro 1. C'est juste à côté du métro Leyel, à la sortie Tattenbach. Et c'est un petit restaurant, mais petit. Je crois qu'il y a à peu près 12-15 places. Et le cuisinier et le patron est un autodidacte et un magicien des saveurs et de la cuisine. Il est vraiment extraordinaire. C'est un introverti, il est vraiment gentil, adorable. Et quand on se met à parler avec lui et à lui dire comment on a apprécié son plat, il rayonne de bonheur, il est vraiment heureux, c'est vraiment magnifique comme endroit, c'est tout calme, tout posé, c'est un petit peu chic, ils font aussi des business lunch intéressants, parce qu'il y a aussi pas mal de compagnies d'assurance dans ce même quartier. Et juste à côté de Louis Cuisine, il y a un bar excuse-moi, sympa. Je t'interromps juste 30 secondes, c'est quel type de cuisine? C'est plutôt français en fait. Okay. Ce sont des plats que l'on reconnaîtra dans la cuisine française. Il fait des très bons foie gras lui-même. Ok. Pour ceux qui aiment. Et puis il fait tout de façon extraordinaire. Super. Donc je t'ai interrompu et tu avais une deuxième adresse. Oui, juste à côté, à toucher le restaurant, il y a aussi un bar classique, très sympathique, très convivial, qui s'appelle le Roosevelt. Donc on peut enchaîner l'un et l'autre. Donc c'est très sympa pour se retrouver avec des amis. Puis également, juste à côté, dans le quartier de Leyel aussi, mais de l'autre côté de la place Sainte-Anne, il y a un restaurant très, très sympathique qui s'appelle La Stanza, qui est italien, comme son nom l'indique, et qui est toujours plein de bonne humeur, un peu à l'italienne. Donc c'est très effervescent, voilà, comme endroit. Et juste à côté de chez moi, il y a un petit restaurant bavarois qui s'appelle Goldmarie. Donc c'est bavarois, mais moderne. Donc, il y a toujours les plats de base bavarois avec un petit clin d'œil moderne. Donc ça, c'est sympa aussi. Voilà, c'est le seul que je connais dans la liste. Mais c'est très bien aussi. D'accord. Et pour les petites douceurs, il y a Maelou sur la Theatinerstrasse. Macarons et compagnie. Ouais. Ça. Un lieu coup de cœur à Munich? C'est le Hassamhof qui se trouve
C'est une petite cour intérieure qui part de la Sendlinger Tor. C'est entre la Sendlinger Tor qui part de la Sendlinger Straße, qui est entre la Sendlinger Straße et la Kreuzstraße. Tu venais nous donner une fausse adresse, en fait. C'est ça. Pour pas qu'on trouve. Et voilà, il y a plein de petits cafés-restaurants très sympathiques. Et c'est au cœur de la ville et c'est un endroit très, très calme et très joli, très coloré, très fleuri. Donc, c'est sympathique aussi. Il y a un magasin aussi qui est très sympa là-dedans, qui vend des objets bavarois un petit peu modernes aussi, donc avec les mots mythiques, phrases clés bavaroises, comme, je sais pas, Servus et des choses comme ça, mais en porte-clés, en t-shirt, et puis des petits objets, des t-shirts bavarois. Donc, par exemple, pour faire un cadeau tout à fait. Quand on rentre en France, tout à fait. Pour avoir quelque chose de typique. Original. Okay. Oui. Alors, je sais que tu as des enfants aussi, on en a parlé. Est-ce que tu as une activité ou un endroit en particulier à conseiller, par exemple, pour occuper les week-ends avec les enfants? Tout simplement, dans un Biergarten, il y a toujours des parcs à jeux qui sont attachés au Biergarten. Est-ce que tu en as un? Parce que ça, on nous le dit souvent, mais je trouve que ce qui est intéressant, est-ce que tu en as un en particulier que tu aimes bien? Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est celui du Bavaria Park, donc le Wirtshaus am Bavaria. Il y a une grande pelouse qui est sur l'arrière et à l'avant, il y a le Biergarten avec le parc à jeux. Il y a aussi le restaurant qui est à côté, il y a même le bar à côté. Et en prime, et surtout s'il ne fait pas beau, c'est le musée des transports, qui est aussi très très intéressant, qui fait partie de la chaîne des Deutsches Museum. Et on peut y passer aussi la journée ou une heure comme on veut, et c'est très intéressant. Il y a des grosses vieilles locomotives, des nouveaux ICE, en passant par les vieilles automobiles et les vieilles draisiennes et tout plein de choses. Donc c'est surtout très sympathique l'hiver pour permettre aux enfants de courir sans passer toute la journée moins 10 à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un lieu coup de cœur cette fois-ci à l'extérieur de Munich? Moi, je suis une grosse fan du château de Neuschwanstein. J'ai toujours trouvé ce château absolument magique. Sur les cartes postales, c'est vrai que c'était aussi l'inspiration pour le château de la Belle au bois dormant de Disney. Bon. Mais c'est un château qui est magnifique à voir aussi de l'intérieur et aussi dans son environnement naturel. Il y a un joli lac à côté. Il y a un autre château qui est moins connu, qui est en face, qui est aussi très joli à visiter. Mais il faut aller un petit peu en dehors de Munich pour le voir, mais ça vaut vraiment le coup si on est à Munich pour 2-3 jours, parce que c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et Neuschwanstein, tu y allais plusieurs fois. Est-ce que tu as peut-être un bon plan à conseiller? Il faut mieux y aller, je sais pas, tôt le matin, en semaine, tard le soir. Ça dépend comment on y va. Et si on y va en train, en semaine, on peut bénéficier du tarif Bayern-Ticket, je crois, mais c'est à partir d'une certaine heure, donc ça nous fait arriver un petit peu plus vers l'heure du midi, et c'est vrai que c'est un petit peu ric-rac après. Si on y va en voiture, on est beaucoup plus flexible, mais c'est vrai qu'il faut faire, je crois, si je me souviens bien, 2 heures de route pour y arriver. Ce que je conseille absolument, c'est de réserver les tickets numérotés avec une heure précise en ligne à l'avance. Ça coûte 1 €, qui est très bien investi pour sauter la queue qui est parfois interminable, surtout en week-end. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que sur les châteaux, là, mais je crois que celui qui est aussi plus proche, là, Linhof et tout, c'est pareil, tu peux réserver aussi en ligne avant. Et j'avais fait une année, c'était vite rentabilisé, d'acheter la carte pour tous les châteaux de Bavière. Il y a tout un réseau et on peut acheter la carte et visiter donc gratuitement tous les châteaux avec cette carte. Aussi souvent qu'on D'accord, ça je savais pas que ça existait, mais je regarderai, je mettrai le lien. Et tu as 1 an, c'est ça pour... Tu as 1 an pour tout visiter. Tu peux visiter aussi comment ça s'appelle, Nymphenburg, la résidence avec la salle des trésors aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi facile à faire, même si on a des invités, on peut aller les prendre et visiter ça plusieurs fois et on s'en lasse jamais finalement. Donc ça, c'est aussi vite rentabilisé, surtout si on va à Neuschwanstein, parce que je crois que c'est un des châteaux les plus chers à visiter autrement. On approche de la fin du podcast. J'aime bien terminer par 2-3 questions. Donc la première, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Donc est-ce que tu pourrais me donner, je sais pas, une couleur, un adjectif, une image
pour matérialiser ton Munich à toi? C'est vrai que Munich, c'est vert. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait gris à Munich. Mais si je devais chercher un adjectif, c'est malheureusement un adjectif qui est difficile à traduire en français. Ça vient de l'allemand, c'est gemütlich. C'est vraiment cet aspect, c'est tranquille, c'est bien, on y est bien. On est vraiment bien à Munich. Pour des gens qui viendraient s'installer, ce serait quoi, toi, ton conseil pour bien s'intégrer? Il est vrai que parler l'allemand, ça aide. Mais il paraît que c'est pas aussi important aujourd'hui que ça l'était il y a 15 ans. Faites quand même l'effort d'apprendre les mots de base pour se repérer et survivre à Munich en arrivant. Je pense que c'est toujours utile, ne serait-ce que aussi pour comprendre un peu la culture allemande derrière la langue. Et de à la fois se faire un réseau avec peut-être le côté francophone sur Munich, mais aussi justement essayer de s'intégrer aux réseaux locaux. Et on a tous des passions, des centres d'intérêt. Munich offre de tout. Il suffit de chercher un peu, il y a vraiment de tout. Et donc pour finir, si tu devais partir de Munich, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Je pense que ce qui me manquerait le plus, c'est ce que l'on réalise même pas qu'on a au quotidien ici. C'est la tranquillité, la sécurité, l'aspect, sans souci de, une éducation pour les enfants qui est merveilleuse, ou une sécurité, on peut se promener vraiment avec le sac ouvert ou sans problème. Et donc tous ces aspects qui rendent la vie facile et agréable à Munich, c'est vrai que on retrouve pas ça partout dans le monde. Oui, on l'oublie, mais c'est vrai que... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on s'arrête? Normalement, il revient toujours des choses 1 heure plus tard, etc. Oui, c'est normal. Mais pas par rapport aux dernières questions, mais par rapport à avant, c'est que par rapport au Toastmasters, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de nos membres commencent le parcours pour l'aspect communication ou autre, et qui se découvrent ou ils découvrent des choses au long de leur parcours. Et ça leur permet de créer des nouvelles choses. Je cite notamment, il y a quelques membres de mon autre club anglophone qui ont lancé, un peu grâce à leur expérience Toastmasters, le Comedy Club Munich, donc le stand-up comedy en anglais sur Munich. Donc trouvez-les sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, ça vaut vraiment le coup. Si vous parlez anglais, on y rit beaucoup. Et allemand, parce que c'est d'ailleurs en anglais et en allemand. Il y a un autre membre qui a créé aussi le Storytellers Night, donc c'est 1 fois par mois, le dimanche soir, des gens qui prennent à tour de rôle le micro pour raconter une histoire personnelle ou une histoire de leur famille. Et c'est tout plein de bienveillance et c'est une ambiance très sympathique aussi. Merci Michaela. Merci à toi. Rebonjour. Cette conclusion sera aussi courte que l'introduction a été longue. Tout d'abord, un grand merci à Michaela pour sa gentillesse, sa passion et sa disponibilité. Pour tous les détails abordés dans l'épisode et écouter la fin du discours en intro, rendez-vous sur le site dessine-moi-munich-toutattaché.com. Vous pourrez y retrouver également tous les sujets que nous avons abordés, me contacter et bien entendu avoir accès au site des Toastmasters et à leurs contacts. Pour finir, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment de votre écoute et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.